Bonjour tout le monde, on se retrouve dans cette 5e séance de JavaFX pour aborder d'autres éléments et on va principalement se concentrer sur des éléments dits de sélection. Comme je vous ai dit, j'essaye de, on va dire, catégoriser un petit peu chaque vidéo, même si ce n'est pas forcément évident de faire du tri. Et on a beaucoup d'éléments à voir, un peu plus que la dernière fois, puisque j'ai même noté en fait les différents éléments pour être sûr de ne pas en oublier. On va donc faire un petit peu le tour de ces différents contrôles en fait qui sont disponibles ici au niveau de JavaFX. Alors, en premier, on va d'abord voir pour, alors même si c'est pas pour le coup un élément de sélection, mais plus un élément cliquable, mais il est un petit peu tout seul, donc j'allais pas faire une vidéo juste sur cet élément. On va aborder le bouton, parce qu'on a vu un petit peu pas mal de contrôles de saisie et de contrôle textuel dans la séance précédente. Et on n'avait pas vu évidemment le bouton qui va permettre de lancer une action, donc ça peut être un bouton isolé, et donc un simple bouton poussoir, comme ça peut être un bouton pour valider par exemple des données, donc issues d'un formulaire, ou alors un bouton tout simplement pour effectuer une action, lancer une commande. Donc ça, voilà, vous avez plusieurs possibilités par rapport à ce qu'on verra un petit peu plus tard quand on abordera notamment les événements, puisque jusqu'à présent, nos différents contrôles ne font pas grand-chose. Il ne se passe rien quand on clique dessus, quand on interagit. Il manque pas mal d'interactions, mais c'est des choses qu'on verra de toute façon au fur et à mesure des séances sur ce cours. Pour le bouton, très simplement, donc on va directement ici aller sur Control. Et on va l'ajouter tel quel. Je vais déjà le passer ici. Et on va en déclarer un là. Donc SomeButton. Vous écrivez, déclarez votre bouton. Vous pouvez passer un texte bien évidemment pour le bouton. On va mettre ceci. Les boutons au niveau de JavaFX peuvent avoir différents états. On va retrouver en fait l'état normal, donc c'est en fait l'état comme on a généralement. Vous avez un bouton dans une interface. On va avoir l'état par défaut, c'est-à-dire si vous avez en fait le bouton qui est, comment je peux dire, prioritaire, on va dire au niveau de l'interface. C'est-à-dire par exemple si on a toute une interface remplie de widgets, etc. Pour pouvoir guider l'utilisateur, on peut indiquer qu'il y a un bouton par défaut. Et c'est lui en fait qui aura la priorité sur les différentes actions. Par exemple, sur certains systèmes, si vous appuyez sur Entrée, donc ça c'est à voir en fonction de Windows, macOS, etc., on n'a pas les mêmes comportements tout à fait au niveau des boutons par défaut, et bien la touche Entrée, par exemple, l'appui sur la touche Entrée va déclencher le bouton par défaut. Là où sur un bouton normal, ça se déclencherait sur le bouton sur lequel en fait vous êtes, d'accord, sur lequel vous avez le focus. Ensuite, on a bien sûr Cancel, qui est donc le bouton en fait, par exemple, pour annuler certaines choses, certaines actions. Donc trois états, Normal, Default et Cancel. Comme ça, vous avez en fait les différents états qu'on peut retrouver pour le bouton ici en JavaFX. On va regarder directement, bien sûr, à l'exécution pour avoir tout ce qu'il nous faut. Donc on va retrouver quelque chose de très simple. Donc les boutons, évidemment, on va s'en servir pour l'interface qu'on va écrire par la suite. On en aura peut-être besoin par rapport à ce qu'on veut faire. Donc un simple bouton, comme vous voyez ici. Alors si je peux vous montrer éventuellement ce que ça peut donner si on le met dans différents types. C'est-à-dire qu'au niveau du bouton, on va écrire des commentaires ici. On peut vérifier bien sûr dans quel état il est. Donc, par exemple, avec la méthode cancel_button, vous pouvez vérifier ça. Vous avez default button. Comme ça, vous pouvez vérifier en fait s'il est dans ces états-là. Sinon, c'est qu'il est dans l'état normal. Donc, vous pouvez comme ça retrouver ça. Pour changer l'état du bouton en question, une fois qu'il a été ici créé, on a en fait des modificateurs, donc set, suivi du type de bouton que vous voulez créer. Donc si vous voulez faire un bouton default, vous passez la méthode setDefaultButton et vous avez la méthode bien sûr la même pour cancel. Je vais la mettre ici parce que j'ai mis is d'abord. Voilà, qui prend un booléen, d'accord. Voilà. Donc là pour indiquer que c'est à vrai, parce que par défaut évidemment c'est à faux. Je vais refermer ça. Alors je pourrais peut-être en créer même deux. Ok, on va faire ça comme ça. Vous verrez comme ça la différence. Alors l'aspect visuel, bon évidemment on ne se base pas que sur ça, mais on a véritablement un comportement différent qui va être appliqué sur le bouton. Et je vous invite à tester si vous avez plusieurs systèmes d'exploitation entre macOS, GNU Linux, Windows, etc. de voir un peu comment est le comportement. Donc là, bouton classique, normal, d'accord, et là on a vraiment le bouton par défaut. Donc en gros, si vous êtes sur ce genre d'interface, la personne pourra comprendre que le bouton par défaut, donc prioritaire, c'est celui-ci. Et la touche entrée va effectivement après permettre de pouvoir gérer
derrière ce bouton là. Bon là on a le focus sur celui-ci donc ça change et le comportement en fait change parce que là je suis sur Windows. Si vous êtes sur macOS vous verrez que ça se passe différemment. Donc il faudra regarder un petit peu tout ça. Et après éventuellement c'est la touche espace qui peut faire qu'on utilise quand même le bouton en fait qui est sur lequel on a la priorité. Donc moi je suis sur Windows donc on voit pas ici différence de comportement. Mais si vous êtes sur macOS a priori de souvenir il y avait une différence de comportement sur macOS en particulier. Voilà pour ça. Donc comme ça, très simple le bouton, je vais pas trop m'attarder dessus, mais surtout ce qui va être utile par la suite, c'est quand on va lui attacher un événement qui permettra évidemment de déclencher un certain nombre de traitements. Là à ce stade on n'a pas encore vu les événements, donc encore une fois nos contrôles utilisateurs ne font pas grand chose. Donc le button c'est fait, voilà. Passons à la suite, on va maintenant passer sur des éléments à cocher, donc pareil des éléments où on peut sélectionner des choses, cliquer pour pouvoir choisir différents cas. Et on va avoir retrouvé deux cas de figure. Le cas où vous avez donc un choix multiple, donc ce qu'on appelle notamment les checkbox, qu'on retrouve également par exemple en HTML quand vous faites des formulaires. Et on a bien sûr le radio button, donc là c'est l'équivalent du bouton radio, qui en fait est le bouton, normalement en tout cas, en HTML c'est le cas, vous ne pouvez par exemple vous fixer un identifiant, un nom, qui permet de ne pouvoir sélectionner qu'un seul des éléments, mais c'est pas le comportement par défaut. On pourrait tout à fait avoir un radio button où on peut en sélectionner plusieurs, mais l'avantage ensuite c'est qu'on va pouvoir les fixer dans un groupe et permettre de ne pouvoir en fait en sélectionner qu'un seul parmi l'ensemble du groupe qu'on a. Donc on va voir bien sûr tout ça en détail. On va aller ici, checkbox. Donc checkbox, le cas finalement un peu plus, on va dire le plus simple. Je vais en faire qu'une seule, on aura bien compris le principe. Ok, et ici bien évidemment le texte en question. Donc par exemple, je sais pas moi, verrouiller ou publier directement. Voilà, on ajoute l'élément. Je vais tout de suite vous montrer ce que ça donne à l'exécution, même si ça n'a rien de compliqué. Et après, je vous parlerai un petit peu du comportement aussi de cet élément par rapport à d'autres. Voilà, case à cocher, classique, pas obligatoire. On peut avoir un état en fait non coché et on peut voir. Alors là où dans d'autres langages on pourrait retrouver deux états, c'est-à-dire l'état non coché finalement et l'état coché, ici on peut également avoir un état indéterminé qui pourrait par exemple permettre d'avoir des propriétés qui sont héritées d'un élément parent. Admettons, on pourrait tout à fait retrouver ça dans cette interface. Là par défaut, vous voyez, bon, on a un élément qui est juste en deux états, cliquable ou non, et on n'a pas forcément cet état finalement indéterminé qui est en tout cas observé ici. Donc pareil, on va retrouver un ensemble de petites méthodes qui vont nous permettre de finalement vérifier toutes ces choses-là. Donc déjà, toujours pareil. Alors, indeterminate, voilà que je ne me loupe pas. Et ensuite, s'il est sélectionné. Donc dans un état indéterminé, non défini, dans un état finalement sélectionné. Donc quand on l'a en fait tout simplement coché. Donc ça, faut faire attention un petit peu comment on peut changer un petit peu tout ça. Alors pareil ensuite, si on autorise à ce que le bouton soit dans un état indéterminé, ce qui n'est pas le cas ici par défaut. Ensuite, on peut éventuellement, alors, je vais encore une fois éviter de parler en même temps, sinon je vais oublier des lettres, allow indeterminate, donc pour pouvoir l'autoriser dans cet état-là, et après bien sûr effectuer les changements, donc toujours pareil. Voilà, si vous voulez autoriser cet état, et après comme ça vous pouvez régler un petit peu tout ce que vous voulez. Alors nous ça va être surtout celui-là qui va servir. Le fait pas seulement d'autoriser, mais le fait directement de le mettre dans cet état éventuellement. Et après, bien sûr, on pourrait avoir ce cas-là. On va en refaire également d'autres. Finalement, c'est pas mal de voir ça. Ouais, on va faire ça comme ça. Donc, je vais mettre publier sur le site, par exemple, comme ceci. Là, on a le comportement classique, d'accord. Et ici, on va simplement, pour another checkbox, voilà, dire bien qu'on le met dans cet état indéterminé. En tout cas, on pourrait même d'ailleurs autoriser finalement cet état, parce que là, on va juste, on pourrait même faire ça directement. Bon, on va regarder ce que j'ai parlé en même temps, qu'il n'y ait pas de bêtises non plus.
Et comme ça, vous allez avoir les 3 états. Alors, il faudra bien sûr en avoir l'usage, hein, ça va dépendre de un petit peu de tout. C'est pas ce que je veux faire finalement. Oui, c'est normal, c'est... Il y avait une histoire de propriété normalement. Alors des fois les noms c'est pas toujours, toujours simple, j'ai toujours la doc de toute façon là pour le cours JavaFX ouvert. Comme ça s'il y a un oubli, on retrouve vite, bon ça a l'air d'être bon. Ça peut aller très vite. Donc là classique, et là en fait après ce qu'on va pouvoir faire, c'est de changer. Donc là par exemple, voilà, ceci, puisque moi je ne veux pas récupérer de propriété, je veux directement en fait lui permettre d'être dans l'état indéterminé. Et là en fait ça va être représenté généralement bon, par un tiret. Donc ça pourrait éventuellement être différent selon les interfaces, mais vous aurez comme ça voilà 3 états cette fois-ci, non coché, indéterminé, et l'état sélectionné non coché. Donc 3 états, attention, parce que ça souvent on pense à 2, et en réalité il s'agit bien de 3 états qu'on peut avoir, en tout cas jusqu'à 3 états, même si vous avez vu que le comportement par défaut permet d'en avoir que 2, puisque c'est quand même l'usage le plus courant hein, généralement pour ce type de contrôle utilisateur. Et si vous voulez bien sûr avoir un élément déjà sélectionné, je vous l'avais indiqué, par exemple vous voulez sélectionner un élément par défaut, bon, on peut indiquer qu'il est sélectionné. On peut faire ce genre de choses aussi. Ça c'est souvent, les accessoires je vous les montre, mais je le fais pas forcément systématiquement pour tous, parce que c'est assez, on va dire, répétitif, on le retrouve à chaque fois. Et c'est assez logique aussi d'avoir des getters, des setters, donc vous avez les accessoires, les modificateurs. Vous pouvez retrouver comme ça pour plein d'éléments, et JavaFX fait ça finalement pour tous les contrôles, et même pour d'autres composants d'ailleurs hein, de la bibliothèque. On peut retrouver un petit peu tout ça, donc on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Ok, ça c'est bon, parce qu'on va quand même pas trop traîner, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'éléments, comme vous voyez ici, donc checkbox c'est fait. On va passer maintenant au bouton Radio, donc on va passer à Radio Button, ici. Ouais, je peux laisser tout s'afficher là, c'est pas gênant, même si je ne m'en sers pas en particulier. Radio Button, et Radio Button, on va avoir un cas un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser en fait directement, alors je crois que c'est Toggle Group, ça doit être dans Control aussi, parce que je vous avais parlé de tout à l'heure de groupe. On va avoir besoin en fait, alors soit vous écrivez les radio buttons, on va d'ailleurs le faire tel quel, donc après tout, on va faire ça, on peut commencer par ça. Donc là par exemple si vous avez un choix, je sais pas moi, on vous impose de choisir un langage, voilà votre langage de prédilection, vous pouvez en choisir qu'un seul, mettons. Alors en tout cas c'est ce qu'on voudrait faire au départ, donc on aurait quelque chose comme ça. Voilà, on va mettre Java quand même, parce que ce serait dommage sinon de ne pas avoir ça. Bon, les noms de variétés pas forcément par contre des plus pratiques. Donc là classique, hein. Vraiment vous voyez encore une fois on déclare les monts tels quels, là bon, c'est toujours la même chose, pas de piège. Voilà. Comme vous le voyez, contrairement à ce qu'on pourrait penser en tout cas par défaut, le comportement également des boutons radio n'est pas obligatoirement de n'autoriser que la sélection d'un seul. Ce sont des éléments qui sont comme les cases à cocher, comme les cases à choix multiples finalement, mais ici on a ce comportement là qui est tel que vous pouvez en cocher plusieurs. Si vous voulez effectivement imposer le fait de ne pouvoir en avoir qu'un seul, il va falloir créer un groupe. Donc pour cela, alors je vais le créer ici, moi ce sera plus lisible pour vous, donc un groupe ici. Par exemple je vais mettre on va mettre groupe, on va rester sur un... Attention c'est toggle et pas toggle, hein. C'est un seul O 2G par contre. Voilà. Et là on va mettre ça, voilà ça parlera à certains. Voilà, parce que forcément on est obligé de choisir un seul camp, vous comprenez. On n'a pas le droit d'être les deux, hein, visiblement. C'est la triste réalité. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et après, on va fixer différents éléments. Donc là, vous avez pareil un modificateur, donc set toggle group, donc pour dire quel est le groupe finalement de cet élément. Ici, bon, on a choisi un nom très recherché, qui est group. Voilà. Je vais un peu vite parce que c'est simple. On va exécuter ça, voir ce que ça nous donne.
j'en coche un, si je coche l'autre, vous voyez que cette fois-ci, on ne peut plus avoir les deux éléments cochés. Donc là, vous êtes obligé de faire un choix unique par rapport à l'ensemble du groupe que vous avez ici. Donc c'est une possibilité. Voilà. Si vous avez besoin encore une fois d'imposer un choix unique, vous utilisez un groupe, sinon vous laissez tel quel. Ça s'utilise comme des éléments checkbox, donc ça fonctionne vraiment pareil. Là pareil, on peut vérifier si un élément est sélectionné. Je l'écris très rapidement parce qu'on l'avait déjà vu. Donc déjà vérifier est-ce qu'un élément a été sélectionné. On peut faire en sorte qu'il soit sélectionné par défaut. Pareil, vous passez un booléen, ça marche très bien. Et bien sûr, comme on a un modificateur pour le groupe, vous pouvez également peut-être avoir besoin un jour de vérifier quel est le groupe. Donc si il y a besoin, vous pouvez les récupérer tel quel. Ça vous le retournera si vous en avez besoin pour des traitements ultérieurs. Voilà. Parce que vous pourriez avoir par exemple plusieurs groupes d'éléments et dans votre interface de vérifier dans quel groupe était l'élément sélectionné pour effectuer certains traitements particuliers, que sais-je. Donc vous avez tout ce qu'il vous faut à ce niveau et je m'arrêterai là sur les, on va dire, les méthodes qu'on peut retrouver ici. Alors c'est pareil, on a toujours plein de méthodes qui sont, on va dire, communes à beaucoup de classes qu'on a vues, qu'on voit et qu'on verra encore sur ce cours. Notamment par exemple quand on veut vérifier des valeurs, quand on veut modifier des valeurs. Voilà, get value, set value, on a plein de méthodes que vous allez retrouver dans quasiment tous les éléments. Donc des fois je vous les montre sur certains contrôles, des fois je vous les montre pas sur d'autres. Donc c'est à vous aussi de voir un petit peu comment ça marche, c'est-à-dire quelles sont les classes parentes, quelles sont les interfaces éventuellement implémentées. Et après bien évidemment avec vos connaissances de ce qu'on a vu sur le cours Java, vous savez que s'il y a de l'héritage, s'il y a de l'implémentation, eh bien, les fonctionnalités sont aussi disponibles pour ces éléments. Et c'est pas parce que je vous les montre pas en vidéo que ça n'existe pas, bien sûr. Pour Radio Button, c'est terminé. On a vu finalement les éléments comme ça sélectionnables. On va passer maintenant à des groupes de sélection, c'est-à-dire un petit peu ce que j'appelle les menus déroulants, mais dans beaucoup de langages, on parle d'éléments select, on parle d'éléments finalement combo box. Et on va voir qu'on a deux cas, donc ce qui rejoint notamment le select et le data list, si je compare avec HTML. On va retrouver également ces deux contrôles pour JavaFX, donc bien pratique à utiliser. On va enlever ça. Donc je vais les passer ici, ChoiceBox, ComboBox, puisque ça va être évidemment les deux que nous allons retrouver. ChoiceBox est l'élément qui va vous permettre de choisir finalement parmi une liste de valeurs qui seront proposées bien sûr par la personne qui a écrit l'interface. ComboBox en revanche va vous permettre en plus, alors c'est pas son comportement par défaut, mais comme vous allez le voir, on va pouvoir aussi permettre à l'utilisateur de pouvoir ajouter une valeur qui serait éventuellement pas dans la liste qu'on lui propose. Donc vous avez vraiment ces possibilités là. Même si, encore une fois, c'est pas le comportement par défaut. Donc c'est pour ça on pourrait penser que ComboBox finalement est un choicebox. Non, c'est parce que par défaut il est défini tel quel, parce que c'est souvent ce qu'on a besoin, en tout cas comme usage. Mais en fait il peut également être rééditable, donc on peut ajouter des éléments à ce dernier si on veut. Donc ça il faudra le prendre également en compte. Alors, parce que là on a quand même un peu plus de choses à voir. On va faire un choicebox pour commencer. Ça travaille évidemment avec des gabarits, donc des templates. Donc on va choisir finalement un menu déroulant, donc une liste de valeurs qui sont sous forme de chaîne de caractères. Ça pourrait être autre chose, je ne reviens pas là-dessus, on a vu tout ça dans le cours. Donc si ça doit être d'un autre type, vous adaptez en fonction. Et là je vais juste mettre tout simplement ensuite countries, donc on va travailler comme ça avec différents éléments. Le choicebox, on va le laisser tel quel, on va rester là-dessus. Et ici, pareil, on a beaucoup d'éléments, beaucoup de méthodes en tout cas qui vont pouvoir nous servir, puisqu'on va indiquer, on va partir du principe que un élément, un contrôle choicebox ici contient une liste d'objets, donc d'items, sur lesquels en fait on va pouvoir enregistrer toutes les informations que nous avons. Donc là vous allez avoir une méthode comme getItems qui permet de tous les récupérer. On va bien sûr trouver l'inverse, c'est-à-dire qu'on aurait pu construire ça avec setItems qui va prendre notamment un élément observable, donc une liste observable, donc pareil d'un certain type. Donc ça on l'a déjà vu, ce type là on a commencé à le voir pas mal en tout cas précédemment. Donc sauf qu'ici on va utiliser la version générique, puisqu'on pourrait tout à fait faire une liste observable sur autre chose que par exemple des simples chaînes. Donc on peut avoir d'autres cas comme ça. Et après, justement, je vous en parlais tout à l'heure, les fameux accessors qu'on peut retrouver sur beaucoup d'éléments finalement similaires, que sont getValue. Donc ça, c'est propre à beaucoup de contrôles, c'est pas que pour les choicebox. Et après, la possibilité de changer une valeur éventuellement. Donc si vous devez passer une valeur, quelle qu'elle soit générique,
vous avez bien sûr ces différentes méthodes. Donc je vais assez rapidement aussi, puisque c'est des choses très simples à utiliser, et on va de toute façon en utiliser quelques-uns. Donc nous, on va construire finalement ça de la manière la plus pratique. On va partir sur l'ensemble ici des pays qu'on a. On va demander à récupérer la liste des objets, d'accord. Et ensuite, sur cette liste, on va ajouter les différents éléments qu'on a. Sachant qu'on récupère la observable list des éléments qu'on a. Donc soit vous avez la méthode add, si vous voulez ajouter qu'un seul élément. Et après, vous pouvez aussi tout simplement utiliser add all. Et là, vous pouvez ajouter plusieurs éléments à cette liste. Etc. etc. Bon, je vais m'arrêter là pour être sûr, on peut en remettre vraiment beaucoup. Donc désolé si j'ai pas mis votre pays, mais vous inquiétez pas, le cœur y était. Voilà, on a ça. On va pouvoir ajouter bien sûr les éléments ici. Donc ça fonctionne ensemble. Et on va tester tout ça très simplement. Donc comme vous avez vu, c'est pas compliqué. Voilà, on a une liste comme ça. Alors évidemment, par la suite, parce que c'est des choses qu'on fera aussi en partie, quand vous construisez votre programme, votre interface, vous pourriez récupérer ces éléments depuis un fichier, depuis une base de données, donc construire votre liste, et après vous créez le contrôle ici, en passant au niveau du constructeur la fameuse liste. On pourrait directement passer en fait la liste d'observables, donc ça peut être construit avant de créer l'élément, comme ça peut être fait après coup. On construit l'élément d'interface graphique, et ensuite on le peuple, c'est-à-dire qu'on la populate, donc on ajoute des éléments dedans, on le remplit, et on peut procéder comme ça après coup aussi. Donc c'est vrai que quand on regarde le Choicebox, vous voyez, on a une liste d'éléments, on en choisit un parmi ces éléments, on n'a pas de possibilité d'ajouter quoi que ce soit, et de toute façon c'est le comportement pour Choicebox. C'est vraiment ce qu'on a, et ce qui est à respecter ici. Si on travaille par contre avec la possibilité, en tout cas intéressante, de pouvoir avoir un élément éditable, vous allez travailler avec ComboBox. Donc là, attention, la modification est énorme. Je fais ceci, et voilà. Donc c'est exactement pareil. De la même manière, vous avez donc les différentes choses là, comme getItem, setItem, donc différents accesseurs et modificateurs. On peut faire ça. Bon là, si je me contente de faire une exécution telle quelle, on va pas avoir de différence puisque le comportement par défaut, c'est simplement être en lecture. Donc on va vraiment rien voir de différent. On va pas trop comprendre quel était l'intérêt de faire ça. Mais là où ça va être intéressant, par contre, c'est de permettre de rendre cet élément éditable. Set editable, on passe évidemment à vrai le booléen. Et là, on va pouvoir sélectionner un des éléments de la liste où l'utilisateur pourra saisir un élément qui n'en faisait pas partie s'il veut. Donc là, comme ça, on fait plaisir à tout le monde. Vous voyez, vous avez une liste de pays qui est très courte. Si votre pays n'y est pas, pas de problème, vous allez pouvoir directement le saisir. Donc c'est quand même super. Voilà, donc là, on fait ça. Et c'est l'élément qui sera indiqué dans le formulaire, enfin en tout cas dans ce contrôle ici, même s'il n'est pas partie de la liste proposée. Donc très intéressant d'avoir ça, la possibilité d'éditer comme ça ce genre de contrôle, et c'est tout l'intérêt d'utiliser une combo box pour faire ça. Donc en lecture seulement vous utilisez Choicebox, si vous voulez permettre d'ajouter des éléments, donc que ce soit éditable, utilisez une combo box, et ça ira très bien. Bon, on est bien. Et on a fait finalement ce qui était le plus peut-être le plus long à voir ensemble, etc. Je vous voyais qu'il y avait quand même pas mal de choses à énumérer, à voir. Comme d'habitude, je vous invite toujours à aller voir après davantage sur les différents contrôles qu'on regarde pour voir toutes les méthodes qu'il y a. Il y en a par dizaines. Vous pouvez avoir des éléments qui ont qui ont une centaine de méthodes, entre toutes celles qui sont héritées et celles qui appartiennent à la classe en question. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses, et peut-être qu'un jour vous aurez besoin d'un cas d'usage bien particulier, bien spécifique à ce que vous êtes en train de développer. Et dans ce cas-là, il faudra voir par rapport à tout ça. Passons à d'autres éléments, maintenant qu'on a vu finalement ce qui étaient les cas peut-être les plus classiques, qu'on trouve quand même beaucoup dans les interfaces. On va voir maintenant des éléments simples. Alors là, on va faire les choses les plus rapides pour terminer cette séance. À savoir par exemple d'avoir la possibilité de sélectionner une couleur. Donc ça c'est pareil, à ce stade, je vous avouerai qu'on va pas en faire grand chose de cet élément-là, donc je vais l'enlever. Donc date et colors, qu'on va avoir un élément pour sélectionner une couleur et un élément pour sélectionner une date. Ici, et date on va le mettre ici. Donc c'est assez fourni, c'est vraiment fourni JavaFX avec plein d'éléments, et encore une fois dans le cours on n'aura pas vu la totalité des contrôles utilisateurs qui existent.
Donc vraiment, on aura largement de quoi faire. Alors ça, je vais l'appeler CP, parce que vraiment, je sais pas à quoi ça peut correspondre. C'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je voulais qu'on le voie quand même dans le cours, parce que c'est quand même assez utile. Donc je voulais qu'on l'aborde, qu'on l'ait vu ensemble, là où j'ai pu par exemple passer sur d'autres contrôles. Color Picker, classique par défaut. Vous le créez tel quel, enfin vous le déclarez tel quel, vous l'initialisez avec le constructeur par défaut. Et là, vous allez avoir simplement le champ. Donc là, vous cliquez ici. Vous pouvez sélectionner, vous avez une liste de palettes qu'on pourrait personnaliser. Ça se personnalise si vous voulez. Je ne vais pas le faire, mais on peut le faire. Vous avez bien sûr la classique palette par défaut là. Et après, vraiment, vous pouvez choisir quelque chose de beaucoup plus précis avec les différents niveaux de teinte, de saturation, etc. Donc on peut tout régler précisément, les différentes valeurs, le niveau d'opacité aussi. Et après, comme ça, on a. Alors, c'est vrai que quand on fait enregistrer, je ne sais pas pourquoi il masque la fenêtre. Pas quand on fait utiliser. Et comme ça, on a ça. Donc on peut changer, hop, et ça vous met comme ça le code hexadécimal qui correspond. Si vous voulez, bien évidemment, une couleur par défaut, on l'a déjà vu, Color, on l'avait déjà vu ensemble. Alors ça doit être dans Scene Paint, c'est pas de sens, ça doit être, c'est dans Scene Paint. Donc à nouveau, on retrouve la fameuse couleur, et comme ça, vous pouvez passer par une des méthodes, pourquoi pas statique, de cette classe, et puis définir une couleur si on veut le rouge, qu'on va en mettre, voilà, que du rouge. Et on peut bien sûr par défaut avoir une couleur qui est sélectionnée. Si vous avez besoin de le faire, pour vous être sûr d'avoir une couleur en fait qui est définie par défaut. Voilà, classique. Donc si je vais ici, vous voyez que c'est bien ça, 255.00. Donc ça a bien été pris en compte. Donc simple à utiliser. Je voulais qu'on l'apporte comme ça rapidement, mais il n'y a pas grand chose en tout cas à voir. Et pareil, à nouveau, je le répète une dernière fois pour ce cas-là, vous avez les fameuses méthodes qu'on retrouve pour beaucoup d'autres contrôles. Si vous voulez modifier une valeur après coup ou récupérer la valeur en question, vous avez bien sûr ces deux méthodes classiques qu'on retrouvera très souvent pour d'autres éléments aussi. Pour la date, on va faire un date picker. Alors, voilà, on va enlever bien sûr la couleur, sinon ça va. Si on essaie de construire une date à partir d'une couleur, vous comprenez que ça va être un peu bizarre. Pas sûr qu'on ait quelque chose de très logique. Donc pareil, je vais assez vite puisque vous avez ce contrôle-là. Vous pouvez le compléter à la main, on peut saisir à la main. Sinon, on peut passer par l'élément interactif. Donc là, c'est quand même plus pratique. Donc c'est une date, il n'y a pas l'heure avec. Hop, ça sélectionne l'élément, vous voyez que c'est au format français, puisque de toute façon, l'environnement est configuré de sorte ici que ce soit géré en français. Sinon, ça serait pris dans un format anglais éventuellement. Donc vous avez tout ça. Et bien sûr, vous pouvez construire une date à partir d'une date locale de vous-même, voilà, si vous voulez le faire. Donc là, on va faire un import java time local date. Donc petite révision. Et ici, on va lui passer un local date. On devrait avoir normalement avec off, je pense que c'est bon. Et on peut lui passer comme ça une petite date 1993, donc toujours année, mois, jour, décembre 26, voilà, 26 décembre 93. Hop, que vous voyez un petit peu ce que ça nous donne à l'exécution aussi. Donc comme pour les couleurs, soit vous le laissez par défaut, soit vous pouvez bien sûr faire appel au constructeur en ayant un élément qui est déjà défini par défaut. Ça, c'est bien ce qu'on retrouve ici. Donc c'est tout bon. Bon, c'est bien. C'est bien. Il nous reste les deux, puisqu'on voyait les deux petites classes, slider, progress bar, qui vont être simples à voir aussi. Pas grand chose, donc on va faire ça. Mais ça terminera bien, parce que c'est pareil, bon ça j'aurais pas fait une vidéo juste là-dessus, donc c'est bien d'avoir les différents éléments quand même. Donc je vous dis, c'est pas évident de trier, de savoir dans quoi, ça se catégorise pas vraiment en fait, les contrôles. Moi j'essaie de faire voilà, éléments textuels, éléments de sélection, mais en réalité on pourrait largement les mettre dans d'autres catégories aussi. Mais il faut bien que je fasse des vidéos en plusieurs séances, je peux pas tout faire en une seule, donc on se contentera de ça. Ok, donc slider, c'est ce qu'on va voir en avant-dernier, on terminera par la barre de progression. Donc slider, c'est très simple, pareil, ça va être pour permettre de sélectionner suivant un élément. Donc là, attention, le nom très recherché, on va faire un cas par défaut, que vous voyez en tout cas à quoi ça ressemble sans rien en fait, juste en appelant le constructeur tel quel. Puisqu'on peut l'appeler tel quel. Et vous avez, comme vous voyez, un élément ici qu'on peut déplacer, qu'on peut sélectionner. Donc par défaut, vraiment, on n'a pas beaucoup d'informations. Si on se contente de ça,
on va pas en faire grand chose. Là où ensuite ça peut être intéressant en termes d'information, c'est pour les éléments qu'on va pouvoir enregistrer, c'est-à-dire la valeur minimale, la valeur maximale, donc ce sont des doubles, d'accord, des valeurs ici haute précision, donc là par exemple de dire que ça va de 0 à 100 et d'indiquer la valeur qu'on a, donc par exemple 65,5, c'est très précis. Donc là ça va, je pense que vous l'avez compris, fixer bien la petite, je vais pas dire le potard, mais bon le petit cercle, voilà, à la position donc, qui correspond par rapport à la fourchette de valeur qu'on a. Et bien sûr, là où c'est intéressant de travailler avec cet élément-là, et bien c'est de pouvoir fixer d'autres choses. Alors on pourrait récupérer les valeurs, hein. Voilà, on retrouve aussi des accesseurs, d'accord. On retrouve un nouveau get value comme tout à l'heure. D'ailleurs je le répéterai pas, mais bon je l'ai fait, mais c'est pas grave. Et ensuite, ce qu'on va pouvoir, c'est changer d'autres éléments. Donc par exemple, fixer l'incrémentation. Donc là, bon, on va de 0 à 100, on pourrait dire, bon après tout, ça peut être pas mal de dire qu'on fait des incrémentations de 10, admettons. Ensuite, ce qu'on peut afficher, donc ça va être les... Alors là, par contre, les noms tick marks, je crois que c'est ça. Si j'ai un oubli, au pire, j'arrive dans la doc, hein, mais est-ce que c'est toujours des noms un peu bizarres? Et normalement, ensuite, ce sont des étiquettes, donc on doit avoir quelque chose comme ça. Ticks labels, on va déjà tester ça. Le but, c'est d'avoir en fait la graduation, voilà, ce qui va évidemment va informer l'utilisateur des valeurs qu'on a, et surtout de pouvoir fixer. Alors bon, encore une fois, vous comme là, c'est pas zoomer quoi que ce soit, c'est pas forcément très visible, donc regardez comme d'habitude sur un ordinateur. Mais en gros, voilà, on commence bien à 0, on va bien jusqu'à 100, et vous avez ici des petits traits. Vous voyez, pour chaque la graduation, elle a été faite en fait avec ça, tick marks. Ce qui nous permet comme ça d'avoir les différentes valeurs. Et là, on peut comme ça fixer ça. Alors là, vous voyez, si je déplace la souris, c'est très fluide, il n'y a pas de problème. La fameuse, ici, le déplacement par en bloc, donc ici de 10 en 10, eh bien c'est fait au clavier, donc avec les flèches directionnelles. Et là, effectivement, donc on est à 10. Alors, j'ai mis combien là par contre? Parce que c'est pas génial là, Major... en 25-50. Ouais, j'aimerais bien qu'ils me mettent ça, qu'ils mettent ça en fait dans une autre... Attendez, on va changer ça. Major tick unit et faire une... on va faire tous les 5. Une graduation de tous les 5. J'espère que ça va pas mettre trop d'infos. Parce que ça va quand même jusqu'à 100, on verra bien. En plus, j'ai pas mis une interface très grande. On va voir, sinon j'agrandirai les dimensions. On avait fait ça dans la classe principale, là, pour avoir quelque chose. Ouais, bon, ça ira, ça sera visible. Voilà, donc on est bien à ça. Vous voyez que là, on a mis 65,5, ça a l'air de correspondre. Je le remets complètement à 0, en utilisant les flèches directionnelles. Voilà, j'ai demandé de faire un déplacement par un pas de 10, et vous voyez que ça correspond bien. On voit bien que ça va de 10 en 10 à chaque fois. Donc avec les flèches directionnelles, gauche et droite, bien sûr. Ou alors éventuellement haut et bas, si vous aviez fait un slider vertical. Donc pareil, vous avez des méthodes pour pouvoir changer ça si besoin, comme on l'avait fait notamment pour le séparateur dans la vidéo, la séance précédente. Donc classique, mais ça pareil peut être très pratique si on veut indiquer une valeur à sélectionner. Ça peut servir peut-être un peu moins que d'autres éléments ou un simple élément de saisie, un simple champ de saisie, mais là on avait quand même beaucoup de méthodes, donc je voulais qu'on aborde ça ensemble, parce que ça fait partie en tout cas des choses à savoir. Et pour finir avec finalement ce qui est peut-être sera le plus court à voir ensemble, la barre de progression. La barre de progression, c'est plus souvent une information qu'autre chose. Donc, progress bar, donc le PB, et ensuite on fait une progress bar, soit par défaut, mais là je vous avouerai qu'elle ne servirait pas à grand chose, soit vous indiquez en fait la valeur qu'elle a. Donc par exemple, eh bien, est-ce que c'est une barre qui est à temps? Est-ce que c'est une barre qui est à temps? Donc là on va plus partir, voilà, je mets 50, on va actualiser, et surtout compiler, exécuter, que vous voyez ce que ça donne visuellement. Donc ça pareil, cette histoire qu'on le voie quelque part, que ce soit indiqué, et vous allez pouvoir comme ça régler. Je fais une bêtise par contre, progress bar, attendez. Parce qu'en fait ce qui serait bien c'est d'avoir un minimum et un maximum. J'ai fait une bêtise. Non c'est ça, c'est juste la valeur exactement. Ah oui, c'était 0 et 1, parce que il me semblait que normalement il fallait quand même qu'on ait quelque chose. C'est 0 et 1. Pardon, pas 50. C'est pas dans ce langage où c'est réglé comme ça. Donc oui, c'est pas comme pour un slider, c'est entre 0 et 1, donc c'est toujours 0 et 1%. Puisqu'on part une progression, c'est une progression de quelque chose, donc ça va toujours de 0 à 100%. Donc si vous voulez effectivement parler
de 50%, et bien on va mettre ça à 0,5. Voilà. Je confonds avec un autre langage. On n'a pas de constructeur en fait, on choisit la fourchette ici. Voilà. Parce que ça c'est réservé finalement au slide. Donc là vous avez effectivement la barre de progression et on voit qu'elle est bien remplie de moitié, à moitié pleine ou à moitié vide, ça c'est selon si vous êtes optimiste ou pessimiste, à vous de voir. Et on va en conclure avec tout ça. On aura vu beaucoup d'éléments, j'essaie que ce soit pas trop long et étonnamment j'ai réussi à faire une vidéo un petit peu plus courte que la précédente. Je pensais pas, parce que je vous avouerai que quand j'ai fait ma liste d'éléments que je voulais voir, donc en les notant là, je voyais que ça s'accumulait, je fais mais en fait soit peut-être le voir dans cette vidéo là, celui-là aussi. Puis après j'ai dit bon bah celui-là on va pas faire une vidéo, enfin je vois pas où je peux le mettre ailleurs dans le cours, donc autant le voir ici dans ce qui est élément de sélection, puisque finalement bon même si là on sélectionne rien puisque c'est plus de l'affichage, mais c'est vrai que pour le bar j'aurais pu le mettre dans le textuel éventuellement. Vous voyez, ça c'est le contrôle qui aurait pu être fait dans la séance précédente, mais c'est pas grave. L'intérêt c'est qu'à la fin du cours, bah, vous ayez vu tout ce que je voulais qu'on voie ensemble. Finalement c'est ça le plus important, c'est pas tant dans quel ordre on le voit, ça on s'en fiche. C'est plus le fait que ça ait été vu, et surtout bah, qu'après on puisse développer l'application là qu'on fera ensemble. Donc on verra un petit peu tout ça. Alors là si je résume, bon, par rapport aux éléments textuels, bon oui, ce qui est de l'affichage, ça peut être quand même vachement utile. Pour ce qu'on fera, notamment bah, pour notre application annuaire de site web, ici, je ne sais pas si on va se servir de grand chose. Bon, le bouton, évidemment, il y a des chances qu'on s'en serve quand même. Mais après, là-dedans, pas forcément qu'on se serve de quelque chose. À moins qu'on fasse genre un système de catégorie de site web, ce qui est pas forcément bon, ce qui rallongerait énormément le code de l'application, donc je suis pas sûr que ce soit bien utile pour l'exemple. Mais si on a voulu, par exemple, oui, créer des catégories ou des dossiers, par exemple, pour les sites web, donc des moyens de dissection, si vous voulez, eh bien on aurait pu utiliser oui, quelque chose comme je sais pas, ouais, comme Combo Box, qui permettrait comme ça bah, de pouvoir choisir parmi la liste des catégories qu'on a, des dossiers, et même d'en créer de nouveaux. Voilà. Un petit peu comme si par exemple vous voulez faire des playlists, vous pouvez mettre un élément dans une playlist déjà existante, et sinon bah, créer une nouvelle playlist. Moi par exemple sur YouTube c'est un peu comme ça que ça fonctionne, le système de playlist pour les vidéos. On peut sélectionner une playlist existante ou alors en créer une nouvelle. Donc ce serait tout à fait équivalent à une Combo Box. Très bien, on a fait le tour un petit peu de tout ça. Donc pour les prochaines séances, on se retrouvera pour d'autres éléments. J'essaie de faire un peu le tri de ce que je veux qu'on voie ou pas. Parce qu'on a encore des éléments, notamment bah, tout ce qui est contrôle, on va dire, éléments de vue. Donc qui par exemple peut être liste, tableau, ce genre de choses. Là pour le coup, en plus le tableau risque de largement nous servir pour l'application qu'on fera l'annuaire de site. Donc ça, il faut absolument qu'on voie ça un peu détaillé pour voir comment ça marche. Et après, on reviendra dessus encore avec les événements, avec les interactions, avec les modèles, etc. Donc on va regarder tout ça. Et après, on aura une grosse partie, une vidéo, je pense, dédiée pour tout ce qui est menu, tout ce qui est menu contextuel, ce genre de choses. Vous savez, le fait d'avoir un menu, en fait, une barre de menu sur notre application, de pouvoir par exemple avoir un clic droit qui peut déclencher un menu contextuel, peut-être gérer les fenêtres modales, on verra tout ça aussi. Donc il y a encore pas mal de choses à voir, mine de rien, par rapport à ce que je veux qu'on regarde ensemble. Mais voilà, qu'on ait une barre de menu ici en haut avec différentes options. Donc tout ça, on le verra aussi un peu en détail ensemble sur d'autres séances. Je vous dis à bientôt pour la suite. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Comme d'habitude, pratiquez, 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 pratiquez. Ce que je ne montre pas et je ne peux pas tout montrer systématiquement dans chaque vidéo. Donc vous avez toujours plein d'éléments qu'on voit. Ça fait beaucoup d'éléments par séance. Mais au moins, ça vous fait vraiment de la matière pour pouvoir vous entraîner, vous exercer, vous amuser avec tout ça. De voir un peu comment ça s'articule. Et vous inquiétez pas, ce qui concerne les événements et notamment tout ce qui est positionnement des éléments, les types de conteneurs, tout ça, c'est des choses qu'on va voir aussi par la suite. Donc vous pourrez être un peu plus libre, on va dire, avec les prochaines séances qu'on abordera ensemble. Ciao tout le monde.